Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre podcast La vie en Amérique. La vie en Amérique, c'est votre podcast dans lequel nous parlons de votre vie et de vos finances en Amérique. Nous parlons de votre vie et de vos études en Amérique. Nous parlons de votre vie et de votre famille en Amérique. Nous parlons de votre vie et de l'éducation en Amérique. Nous parlons de votre vie et de vos affaires en Amérique. Nous parlons de votre vie et de tout ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique. La vie en Amérique, c'est votre one-stop shop pour toutes vos questions relatives à qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son intégration aux États-Unis d'Amérique si l'on vient d'un pays francophone et africain francophone. Mesdames, Messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. Après quelques semaines d'absence, nous voici encore une fois de plus devant vos téléphones, vos YouTube, pour parler encore une fois de plus de la vie en Amérique. Et comme nous l'avions promis en début d'année, nous sommes pendant la période des taxes. Alors, c'est pour cette raison que nous avons un invité spécial aujourd'hui qui va nous parler des questions relatives aux taxes. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par nos auditeurs qui nous suivent sur Facebook, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify, mais aussi ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Atlantic Bridge Broadcasting. Remarquez que nous avons changé le nom de la chaîne YouTube. Ce n'est plus La vie en Amérique, mais la chaîne YouTube c'est Atlantic Broadcasting. Nous vous prions encore une fois de plus de vous abonner et de partager cette page et cette chaîne, mais aussi partager les podcasts que nous mettons sur Apple, sur Google, sur Spotify, pour que l'information puisse voyager et atteindre plusieurs. Mais abonnez-vous aussi, nous vous prions de vous abonner aussi à notre chaîne YouTube Atlantic Bridge Broadcasting. Alors, aujourd'hui, comme nous l'avions prévu depuis le début de cette année, nous allons parler des tax refunds. C'est une question majeure en termes financiers parce que nous sommes en train, bien entendu, de parler de notre vie et de nos finances en Amérique, couvrir ce grand système, comment naviguer ce grand système financier américain. Les taxes sont un component important. Alors, nous n'avons pas voulu nous hasarder pour parler des taxes comme ça. Nous avions promis d'apporter ici un tax professional. Alors, il est avec nous aujourd'hui. Il a plusieurs casquettes personnellement pour moi, mais bon, ici présentement, nous le recevons comme Tax Pro, et c'est lui que nous avons connu depuis que nous sommes venus, et il aide beaucoup de gens dans comment faire leurs taxes proprement. Il faut ajouter cela. Et en tout cas, de mémoire, nous n'avons jamais vu des gens se plaindre par rapport à lui. C'est pourquoi nous avons cette confiance en lui et nous pensons que, étant expert, il peut vous donner ou nous donner des informations nécessaires pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est mythe, ce qui n'est pas mythe en termes de tax refund. Alors, bonjour, Pasteur Gaga. Bonjour mon frère Edouard. Bienvenue dans notre podcast. Oui, c'est pour moi un plaisir d'être accueilli dans ces podcasts. C'est pour moi encore un honneur. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Aujourd'hui, nous parlons des taxes, mais avant, comme nous avons pris l'habitude de le faire pour les deux invités que nous avons eus, juste avant que nous puissions dive in dans cette question des taxes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire de manière brève comment était votre intégration? Il faut dire que ça fait beaucoup de temps que vous êtes ici aux États-Unis d'Amérique. Vous avez tout abandonné, c'est-à-dire une carrière bien fournie, bien prometteuse au Congo, mais vous êtes venu ici avec la famille. Est-ce que vous pouvez nous parler de manière brève pendant
2-3 minutes de votre intégration ici et quelle était pour vous, selon vous, quelle est la clé pour réussir son intégration ici aux États-Unis d'Amérique, venant d'un pays francophone et ayant été professionnel dans son pays. Vous ne venez pas comme certains qui viennent, qui n'avaient pas une carrière, mais vous aviez une carrière, vous aviez une vie acceptable là-bas, mais vous avez quand même décidé de tout abandonner pour venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je peux essayer, bien sûr, puisque quand on parle de l'intégration, c'est une notion qui est très vaste et quand on se retrouve dans un pays où on ne connaît pas la langue, c'est vrai que nous pouvons dire que à l'école, nous avons eu quelques rudiments de la langue, mais arrivé ici, c'était un autre animal. Donc, il fallait d'abord essayer de se faire comprendre et aussi de comprendre les autres. Puisque tu ne peux pas vivre sans échanger avec les autres. Et pour vivre aussi, surtout dans ce pays que nous appelons les États-Unis, tu dois avoir un revenu, c'est-à-dire que tu dois travailler. Et tu ne peux pas travailler avec si tu n'écoutes pas ce qu'on t'a dit, tu ne peux pas travailler si tu ne te fais pas écouter. Donc donc pour nous la première chose c'était j'ai puisé dans ma gibecière de l'école secondaire où j'ai aimé quand même un peu dans l'anglais au Congo. Mais arrivé ici, mon anglais, ça m'a un peu aidé. Mais ce n'était pas facile. Et heureusement que nous avons trouvé d'autres frères et sœurs du pays qui ont été là et qui nous ont encouragés. Et Dieu aidant, surtout avec Dieu, nous avons quand même été... nous avons réussi à nous introduire dans la société et aussi à faire quelques pas. Voilà. Et donc, est-ce que cela était-il facile? Je ne dirais pas que c'était facile. Vous savez que pour nous, les francophones, les États-Unis, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile puisque nous ne savons pas, on ne sait pas parler. Parfois, on paraît comme des idiots et pourtant nous sommes, pour la plupart, nous sommes des intellectuels puisque je me souviens que les vagues des immigrés congolais qui sont arrivés ici aux États-Unis, ils ne venaient pas ce n'étaient pas comme on les appelle, les débrouillards. La plupart, c'était des gens qui venaient pour les études. Et quand quelqu'un vient pour les études aux États-Unis, il vient avec une certaine connaissance. Donc, nous n'étions pas des idiots. Et ça continue d'ailleurs avec cette histoire de Divi où on ne fait la sélection, c'est par rapport à un certain niveau intellectuel. Il faut avoir au moins un diplôme d'État. Exact. Et je crois que c'est ça la qualité, l'immigration des qualités, si je peux appeler ça ainsi, que les États-Unis ont adopté, et ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, à vous entendre, on ne peut pas réussir ici si je vous ai entendu dire vous ne pouvez pas travailler si vous n'entendez pas ce qu'on vous dit ou les gens ne savent pas communiquer avec vous. Donc, c'est-à-dire que l'apprentissage de la langue reste un élément incontournable pour réussir son intégration ici aux États-Unis. Je nous encourage, bien-aimés, je nous encourage à apprendre la langue. Je nous encourage à parler l'anglais. C'est important de connaître la langue. Voilà. Si tu ne connais pas la langue, tu ne vas pas avancer plus loin. Tu vas te limiter dans peut-être que là où tu es, tu t'es dit, bon, j'ai déjà ce qu'il faut, mais tu peux avoir beaucoup plus si tu maîtrisais la langue. Voilà. Encore une fois de plus, chers auditeurs, on ne peut jamais se séparer de cette question de la langue. C'est plus qu'important, comme le pasteur vient de le dire. Donc, encore une fois, je veux dire que le pasteur Gabriel, il est pasteur, il est père, il est époux. Il a plusieurs autres casquettes. Il est entrepreneur. J'allais dire ça a précédé même l'appel au ministère, si je peux le dire comme ça. En même temps, il travaille aussi. Donc, voilà un peu les casquettes qu'il fallait que je mette en exergue. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons essayer de couvrir. Je sais que ça sera pas facile. On ne peut pas couvrir dans un bref délai toutes ces questions relatives aux taxes. Mais bon, nous avons quelques questions
que nous avons estimées peut-être fondamentales. Et si jamais, en suivant, vous avez d'autres questions, nous pouvons toujours revenir et parler avec Pasteur Gaga par rapport à cela. Alors, sans plus tarder, nous allons poser la première question. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent au niveau des tax refunds. On dirait c'est un peu comme si c'est la période des fêtes. Hein. Généralement, c'est comme si c'est la période où les gens reçoivent un raise, comme on dit. Mais bon, parlez-nous un peu. C'est quoi les tax refunds? De manière simple pour que nos auditeurs comprennent. Parce que je sais que si vous entrez dans la technicité, nous serons tous perdus. Alors, mais au moins pour le commun des mortels, nos auditeurs qui écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? C'est quoi les tax refunds? En langage de tout le monde, les taxes, bon, ce ne sont pas les tax refunds, ce sont le tax return. Tax return, oui. Oui, voilà, c'est le tax return. Ça peut aboutir à un tax refund ou bien ça peut aboutir à une taxe que tu dois payer. Okay. Mais c'est ce que nous appelons en français une déclaration fiscale individuelle en ce qui nous concerne ici, puisqu'il y a plusieurs déclarations fiscales comme il y a aussi plusieurs tax returns. Mais en ce qui nous concerne ici, je crois, dans cette émission, c'est beaucoup plus sur le niveau individuel que nous allons parler. Donc, c'est ça, la déclaration fiscale individuelle. C'est ça, les tax returns, oui, ça. C'est-à-dire la personne, après avoir travaillé pendant toute l'année, elle arrive à la fin de l'année, elle a l'obligation de déclarer son revenu à l'État à partir d'un certain formulaire qu'on donne. Et ces formulaires-là, c'est ce qu'on appelle le tax return. Ici, aux États-Unis, comme nous le savons, tous les formulaires ont toujours des numéros. Voilà. Et celui-ci, c'est ce qu'on appelle les 1040. Ok, les 1040. Ok, donc ça veut dire que quand quelqu'un fait fait les déclarations des taxes, c'est pas nécessairement c'est pas vrai qu'il doit absolument recevoir toujours quelque chose de l'État. Parfois, tu peux aboutir à devoir quelque chose à l'État, c'est ça? La notion de taxe, c'est-à-dire que c'est la notion de payer l'État. Okay. Quand on parle de taxe, on suppose que l'État reçoit quelque chose de toi. Et vous comprenez que d'ailleurs, on ne nous appelle pas les tax getters, c'est-à-dire ceux-là qui reçoivent les taxes. Nous sommes appelés les taxpayers, ceux qui payent les taxes. Mais selon la structure telle que les législateurs l'ont établie, il peut arriver que pendant que tu es en train de faire ta déclaration, il peut arriver que avec tout ce que je crois que nous allons en parler ici, les différentes déductions par rapport à ton revenu, les différents crédits que tu peux avoir, il peut arriver que à la fin de ta déclaration, au lieu que tu dois à l'État, il s'est fait que tu as beaucoup plus payé à l'État. Alors, on va te retourner la partie que tu as payé de plus. Et là, nous appelons maintenant un tax refund. Ok. Donc voilà. Je crois que c'est un peu plus clair. Il s'agit ici de la déclaration fiscale que nous faisons. Et le grand point que nous devons retenir, c'est que nous sommes les taxpayers. Donc, nous payons les taxes à l'État. Oui, nous sommes censés payer les taxes. Ok. Oui. Et c'est ce qui nous fait, aujourd'hui on nous respecte, c'est parce que nous payons les taxes. Voilà. Et tu remarqueras même que partout où tu iras, s'il y a un document qu'on va te demander, tu dois prouver que tu payes tes taxes. Voilà. Tu dois prouver que tu payes tes taxes. Et tu vas prouver ça comment? En exhibant ton 1040 qui est ta déclaration fiscale. Voilà. Alors, évoluant toujours sur la série de questions que nous avons, cela étant, qui est-ce qui doit faire sa déclaration fiscale? Et j'allais ajouter, qui est-ce qui peut faire ou qui doit faire et qui peut espérer recevoir quelque chose en retour? Toute personne qui a un revenu est supposée faire une déclaration fiscale. Donc, qu'elle soit un revenu en termes d'un salaire qu'on reçoit ou des profits que l'on fait dans le commerce.
tout revenu que tu as, l'État s'attend à ce que tu puisses la déclarer à la fin de l'année. Quelle qu'en soit l'origine. Quelle qu'en soit l'origine. C'est pourquoi, à moins que la loi en dise autrement, puisqu'il y a certains revenus qui sont exclus par rapport à la personne, par rapport au groupe, et là, vous n'avez pas à faire les déclarations. Mais tout revenu, que ce soit l'argent que tu as reçu de quelqu'un, un don, ou l'argent que tu as reçu tu as joué la loterie et tu as gagné l'argent, même l'argent que tu as volé, tu es censé déclarer cela. Je crois que je me fais comprendre. Oui. Puisque c'est un revenu. S'il arrivait par après que le bureau des impôts qui est ici l'ARS découvrait que il y a eu un certain montant que tu as dissimulé, tu auras les auditeurs de l'ARS après toi, les inspecteurs bien sûr, ils seront après toi. Donc c'est imprudent de ne pas déclarer, de retenir certains revenus. Parfois, on néglige, on dit bon que ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu du salaire. C'est imprudent. C'est imprudent de ne pas déclarer tous tes revenus. C'est imprudent de ne pas tout déclarer. C'est pourquoi même dans le système américain ici, ils ont eu à essayer à rendre les choses un peu plus faciles aux gens où lorsque tu as un revenu, ces revenus peuvent être traçables. C'est-à-dire, on peut tracer ces revenus par rapport, si tu as eu à travailler, ton employeur doit déclarer ce qu'il t'a payé. Et si quand toi tu viendras déclarer, le fisc sait déjà que l'employeur t'a donné autant. Et quand toi tu viendras déclarer, tu vas déclarer exactement le montant que l'employeur t'a donné. Et c'est pour cela qu'à la fin de l'année, les employeurs nous donnent ces documents-là que nous appelons les documents que nous appelons les W2. Les W2, qui est pratiquement un relevé condensé de tout ce que nous avons reçu de cet employeur-là pendant l'année. Donc, chers auditeurs, chers abonnés de Atlantic Bridge Broadcasting, vous comprenez que nous devons déclarer nos taxes, nous devons déclarer tout revenu que nous avons reçu, qu'importe la source. Donc, c'est quelque chose de très important pour s'éviter que l'ARS puisse mettre son nez dans nos affaires avec les audits. Alors, la prochaine question, c'est que, combien ce qu'ils appellent filing status, donc, combien de catégories avons-nous et comment ça se fait? Si je voulais dire, si quelqu'un est par exemple célibataire et quelqu'un qui est marié, est-ce que vous pouvez un peu nous en dire quelque chose conformément à la législation? Comment les choses se font-elles? Oui, je peux. C'est vrai que c'est tout. Ça, c'est me demander d'aller élément par élément dans le formulaire 1040. Et comme nous le savons, ça commence toujours par tu veux faire tes déclarations en tant que qui? Quel est le statut que tu te donnes pour faire tes déclarations fiscales? Et généralement, nous avons 5 statuts. Il y a 5 statuts. Donc, tu peux déclarer tes taxes sous 5 statuts. Le premier statut, c'est ce que nous appelons les célibataires. Tu es célibataire, et c'est mentionné sur le formulaire. Tu es célibataire et là, tu dois cocher que tu es célibataire. Et le deuxième statut, c'est marié déclarant ensemble. C'est-à-dire l'homme et la femme, ils sont mariés, ils déclarent leurs taxes ensemble. Ça, c'est le deuxième statut. Et le troisième statut, c'est marié mais déclarant séparément. Vous êtes mariés, mais pour certaines raisons, vous jugez bon de faire vos taxes séparément. Et il y a aussi ce qu'on appelle
le chef de foyer, le chef de la maison, head of household, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui a des gens sous lui. Il a des gens qui le supportent. Et la plupart de ces gens-là, on les appelle les dépendants, qui dépendent de lui, mais qui sont dans sa maison. Celui qui pourvoit aux besoins de ces gens qui se trouvent dans sa maison. Donc, quand tu es dans cette situation-là, quand tu fais tes taxes, tu dois faire tes taxes en tant que chef de foyer, head of household. Okay. Et aussi, il y a le dernier, c'est pour les veuves et les veufs. Quand pendant l'année, ton conjoint est parti vers le Seigneur, ou bien il est mort, ou bien elle est morte, tu déclares que tu es veuf, ou bien tu es veuve. Alors ça, c'est là que c'est là que les Romains vont s'empoigner ici. Revenons un peu. Je crois que revenons célibataire. Je crois que ça se comprend. Quelqu'un peut aussi être célibataire, mais tout en ayant des dépendants, n'est-ce pas? Déclaré célibataire, mais en ayant des dépendants. Oui, tu peux être. Non, tu ne peux pas. Si tu veux déclarer célibataire, ne mets pas les dépendants. Puisque dès que tu mets les dépendants, tu changes ton statut. Tu deviens head of household. Ok, oui. ok. Célibataire, ça dit tu n'as rien, tu n'as pas de responsabilité. Tu es seul, tu n'as rien, personne sous toi. Ok. Alors, c'est quoi la vraie différence entre le head of household et puis les gens qui les font marier, marier, donc qui les font marier ensemble. Je veux dire, comme vous l'avez expliqué, il y a le head of household et puis il y a des gens qui le font marier. Ils sont mariés, ils font leurs taxes ensemble. Ensemble, voilà. Oui. Puisque la loi dit ceci. Quand tu es marié, tu es supposé de faire tes taxes avec ta femme. Quand tu es marié, tu es supposé de faire tes taxes avec ton mari. C'est ça ce que la loi dit. Ok. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu te présentes comme marié, la loi, l'État attend que tu puisses, quand tu fais tes déclarations fiscales, c'est vous deux. Ok. Married, filing jointly. Right. Mariés, faisant les taxes ensemble. C'est ça. Je crois que la question que tu voudrais me poser, c'est de savoir pourquoi, puisqu'il y a la plupart de nous d'entre il y a des gens qui font que ils sont mariés, mais puisqu'ils se trouvent avec 2 ou 3 enfants, et on leur a dit que en faisant, je n'appelle pas ça séparément, puisque lorsque tu fais une déclaration fiscale pour les mariés faisant séparément, c'est un autre statut. Et c'est un statut que l'État décourage souvent, puisque avec ces statuts-là, vous êtes traités séparément comme des célibataires. Et et quand bien même vous avez des enfants, ces enfants-là ne rapporteront rien. Rien ne sera calculé si vous faites married filing separately. C'est pour cela que certains hommes et femmes mariés, ils se retrouvent ensemble, mais ils ont 2 ou 3 enfants. Ils se disent, si nous faisons nos taxes ensemble, ce sont les pensées de certaines personnes, mais cela peut les rattraper plus tard, puisque j'ai des exemples des gens qui ont été rattrapés à cause de cela. Alors ils se disent, nous allons faire nos taxes, ma femme va déclarer un enfant, moi je vais déclarer un autre enfant, comme ça nous aurons plus. Et là, ils se présentent comme chacun étant un head of household, chacun étant un chef de foyer. C'est-à-dire qu'ils déclarent déjà qu'ils sont séparés. Ils déclarent déjà qu'ils ne sont pas mariés. Et si celui qui fait leurs taxes, s'ils ne les font pas eux-mêmes, c'est lui qui fait leurs taxes. Il va leur poser la question. Ils vont, puisque nous sommes censés, nous sommes ceux-là qui préparent les taxes. Dès que tu as l'identité, il y a un numéro d'identité que l'ARS t'a donné, tu es censé renforcer cela. Tu es censé renforcer cette exigence ou bien cette loi qui dit que les mariés doivent faire leurs taxes ensemble. Et quand tu te retrouves avec un couple qui vient et tu sais qu'ils sont mariés, mais qu'ils veulent faire ça séparément. Chacun, je n'appelle pas séparément, voilà, exactement. Chacun à part avec les enfants, c'est ton obligation.
de leur dire pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous ne vivez plus ensemble? Puisque si vous pouvez prouver que pendant 6 mois, vous n'avez pas vécu ensemble, vous êtes libre de faire ça. Oui. Puisque si vous pouvez prouver que pendant 6 mois, vous n'avez pas vécu ensemble, c'est pourquoi certaines personnes vous diront oh non, ne vous en faites pas, il faut utiliser les différentes adresses et toutes ces choses-là. Mais en termes clairs, et je crois que je vais m'attirer la foudre de certaines personnes, c'est de la fraude. Voilà, c'était la question qu'on voulait poser. Ici, dans ce podcast, ce que nous voulons, c'est que nous transmettions, notre objectif, c'est de transmettre les vraies informations et permettre aux gens de connaître ces choses et de prendre des décisions qui s'imposent. On n'est pas là, bien entendu, pour essayer de cajoler ou quoi, mais quand quelque chose est une fraude, c'est une fraude. Donc, ici, là, selon la loi, toute personne qui fait ces taxes, qui sont mariées, mais qui les font chacun à part, c'est une fraude. Et vous dites que ceci peut avoir des conséquences. Les conséquences ne viennent pas tout de suite, hein, peut-être plus tard. Vous avez eu des cas comme ça durant votre carrière en tant que à être consulté puisque je ne suis pas seulement un tax preparer. Right. Je suis aussi un tax repairer. Je répare aussi. J'aide les gens qui ont eu des problèmes avec l'ARS à arranger leur situation. C'est vrai que là, c'est encore beaucoup plus complexe. Et là, nous exigeons qu'on nous paye upfront. C'est-à-dire, avant de commencer le travail, tu dois d'abord me payer puisque nous ne savons pas ce que l'ARS va faire. Nous allons partir avec les éléments que nous avons et essayer de voir si nous pouvons défendre les cas ou bien réparer les cas et nous devons nous rassurer que nous sommes payés. Donc, je dirais que j'ai eu à avoir des gens qui sont venus pour que je puisse réparer leurs taxes et il y a eu ceux-là qui ont été pris la main dans le sac, si je peux le dire, puisqu'on leur avait dit que c'était normal. Vous savez, le problème notre problème, c'est que nous ne voulons pas avoir l'information et la vraie information. Nous nous contentons de ce que les autres nous disent et les autres ont fait. Voilà. Mais c'est que comme toi tu viens comme ça aujourd'hui avec ces podcasts et rechercher l'information, nous ne sommes pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux là-bas à chercher l'information comme toi tu la cherches. Et c'est ça aussi l'un de problèmes pour notre intégration. Nous devons avoir l'information et la vraie. Voilà. Nous ne devons pas nous contenter de ce que tel a dit. Et vous savez que nous sommes passés aussi maîtres. Quand je suis tombé dans ce trou-là, je voudrais que tout le monde puisse tomber dans le trou. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Donc, à la fin, vous allez vous retrouver. Vous êtes en train de déclarer vos enfants séparément, n'est-ce pas? Toi, tu as déclaré 2 enfants. Lui, là, elle a déclaré 2 enfants. Ces enfants-là, ils sont en train de grandir. Ils arrivent maintenant à un temps où ils doivent aller à l'université. Et à l'université, là, ils ont besoin de ce que nous appelons les FAFSA, cette aide financière de l'État. Et pour avoir le FAFSA, il faut appliquer, il faut donner les éléments des parents. L'enfant ne sait pas que pendant toutes ces années ici, mes parents n'ont pas fait leurs taxes ensemble. Voilà. L'enfant ne sait pas. L'enfant sait que papa et maman sont mariés depuis plus de 20 ans. Papa et maman sont mariés depuis que je suis né. Donc, l'enfant, quand il est en train de remplir son application là d'aide financière, là où on demande la situation des parents, il écrit marié, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dès que l'enfant écrit marié, on s'attend à ce que ça soit les mariés qui donnent, puisqu'on donnent leurs preuves de taxes. On demande les preuves de déclaration fiscale. Déclaration fiscale, voilà. On s'attend à ce que ce soit les mariés. Mais lorsque l'enfant viendra maintenant chez les parents, oh non, j'ai besoin de votre déclaration fiscale. Papa sort sa déclaration, maman sort sa déclaration. L'enfant vient avec les 2 déclarations maintenant. Et s'il est devant un advisor à l'université, l'advisor sera un peu surpris. Comment est-ce que tes parents, ils sont mariés, mais ils ont deux déclarations fiscales différentes et avec des enfants différents. S'ils sont mariés, n'est-ce pas qu'ils sont censés
faire leurs taxes ensemble. Va dire à tes parents de corriger leurs taxes. Puisqu'ils doivent faire leurs taxes ensemble. C'est ce qu'on appelle l'amendment. Ils doivent amender. C'est-à-dire, papa et maman doivent faire une correction de leurs taxes pour qu'ils soient ensemble. Mais là, maintenant, ça devient un problème. Voilà. Puisqu'ils vont être ensemble comment? Ils ont déjà bouffé les millions qu'ils ont eus pendant... Ils ont déjà bouffé les millions qu'ils ont eus pendant la déclaration fiscale. Voilà. En corrigeant et mettre ensemble, ils vont se retrouver directement en train de devoir à l'État et ils doivent payer. Ça, c'est encore bien. S'ils le font ainsi, ça sera une bonne chose et qu'ils payent. Mais si c'est l'État maintenant qui s'ingère, puisque tu ne connais pas cet advisor, puisque ce sont les agences de l'État, que ce soit l'éducation, que ce soit l'ARS, ce sont des agences de l'État. Ouais. L'agent là, s'il est mauvais, et on en a eu des mauvais, il peut seulement introduire dans le système et indiquer cela, puisque lorsque nous remarquons une fraude, nous sommes censés blow the whistle. Okay. Nous sommes censés to blow the whistle. And if you are a whistleblower, si tu es celui le terme en français, tu es celui qui vous doit veiller comme un héros, quoi. Voilà. Si tu es celui qui a attiré l'attention. Il y a toujours un petit quelque chose que tu recevras. OK. Alors, ils remarquent cela et ils se disent, mais non, ça, ce n'est pas correct. Et ils alertent l'autorité qui est supposée suivre la chose. Mm-hmm. Et l'autorité qui est supposée suivre la chose, il regarde, il dit, OK, c'est vrai, cet enfant, généralement les enfants ne mentent pas. L'enfant sait que j'ai grandi dans un mariage où papa et maman se sont aimés. Papa et maman se sont aimés pendant toutes ces années. Aujourd'hui, j'ai 18 ans, 19 ans, je suis à l'université. Papa et maman ont toujours été mariés. L'auditeur de l'ARS, il sait, il regarde, ça fait 18 ans, que ces gens ici sont en train de déclarer qu'ils ne sont pas ensemble. Je vais un peu poser la question. Et tu te retrouves avec une lettre de l'ARS et il commence toujours par une année avant. Est-ce que tu peux un peu nous prouver que ceci et cela, puisqu'ils ont déjà les éléments, tu vas arriver à les convaincre comment? Tu vas commencer à chercher à gauche et à droite. Essayons de nous mettre dans l'Élysée. Beaucoup d'histoires. Et c'est toujours... Là, vous êtes toujours perdant. Alors, lorsqu'on fait les choses clairement, lorsqu'on fait les choses proprement, vous évitez beaucoup de problèmes et vous évitez aussi à vos enfants des problèmes. Puisque cet enfant-là était un enfant déjà frustré. Un enfant qui vient d'apprendre que toutes ces années ici, papa et maman étaient des fraudeurs. Ce n'est pas un bon témoignage pour cet enfant. Vraiment, ça c'est une question très très importante, chers auditeurs, et nous n'allons pas insister assez sur ça. Nous devons faire nos taxes correctement. Et comme le pasteur Gaga vient de le dire, les conséquences ne sont pas forcément tout de suite. Les conséquences peuvent venir 20 ans après. Et 20 ans après, ça devient difficile de pouvoir faire ce qui doit être fait. Et par rapport à si ça venait une année, dans une année, vous pouvez facilement vous en sortir. Alors, s'il vous plaît, faisons les taxes correctement. Si nous sommes mariés et que nous les faisons de manière séparée pour gagner plus, c'est vraiment de la fraude et parfois en voulant gagner plus, on va tout perdre, même sur le long terme. Alors il faut faire très attention. Ce n'est pas d'abord un moment où nous devons gagner de l'argent. Comme on l'a dit ici tout à l'heure par le pasteur Gaga, c'est un moment où nous sommes des gens qui payons les taxes. Nous ne sommes pas les gens qui recevront les taxes. Alors, nous ne devons pas trouver que c'est un moment où nous devons faire tout ce qu'il faut pour essayer d'avoir une grosse somme d'argent pendant ce temps. Je vous en prie. Si je peux interjeter quelque chose là-bas. Oui. Je vais insister sur ce point-là. Que nous faisons nos déclarations fiscales
Et dans notre esprit, sachons que nous sommes ceux-là qui sont supposés payer les taxes. C'est la période où on paye les taxes. Ce n'est pas la période où on reçoit l'argent. C'est la période où nous payons les taxes. Ce n'est pas la période où nous recevons l'argent. Je connais des gens qui ont à un certain moment dit « Oh non, j'ai déjà fait beaucoup d'argent et je risque de ne pas avoir quelque chose à la fin de l'année. » J'ai dit « Continue, fais beaucoup d'argent, mon ami. C'est toujours bon de faire beaucoup d'argent. Même si à la fin, tu vas devoir... à l'ARS, et tu dois devoir payer une taxe supplémentaire, puisque pendant toute l'année, ils n'ont pas prélevé tout ce qu'il fallait. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Puisque cet argent-là que tu es en train de faire, non seulement tu payes une taxe à l'État sur ça, mais aussi sur cette taxe, sur l'argent-là que tu es en train de faire, tu es en train de constituer pour toi-même ce que nous appelons quelque chose pour ta retraite, le Social Security. Ouais. Mais alors, là, c'est encore quelque chose de très important que vous venez de soulever là. Bien sûr, beaucoup de gens, je connais des gens, par exemple, qui travaillent à l'aéroport toujours avec, vous voyez, les aéroports, souvent, ce sont les minimum wage. Et je connais des gens qui sont là-bas depuis plusieurs années. Et une fois, j'ai parlé avec un qui me dira, non, ben moi, je peux pas quitter l'aéroport, je peux pas aller dans des compagnies comme Amazon et autres où ils payent plus que ce qu'on nous paye ici parce que bon, avec ça, je sais au moins que je vais recevoir quelque chose de consistant chaque fin. Donc, c'est vraiment un plan, un plan qui n'est pas bon. Ça dépend des gens, puisqu'il peut se dire aujourd'hui que non, moi, je reste ici pour avoir... à la fin de l'année, avec mes 4 enfants, je vais me retrouver avec une bonne somme de tax return que je vais recevoir et je vais placer ça quelque part ou bien je vais me construire quelque chose. Mais ce n'est pas toujours un bon exemple pour les enfants. Les enfants veulent nous voir. Nous devons être des modèles. Nous devons être des modèles pour nos enfants. Nous devons être des modèles. Lorsque l'enfant voit son papa ou sa maman se réveiller le matin, chaque matin pour aller au travail, et elle revient, elle est abattue, il est abattu. L'enfant est en train de se demander, donc ça, quand moi aussi je vais commencer à travailler, ça sera la même chose. Voilà. Ça sera la même chose. Et pourtant, tu as beaucoup de possibilités pour t'améliorer. Et avoir un travail où quand tu vas rentrer à la maison, c'est la tête qui va te faire mal. Tu auras un problème tu dois maintenant seulement te reposer puisque tu as beaucoup donné avec la réflexion intellectuelle. Voilà. En tout cas, ce sont des questions que nous ne saurons pas épuiser. Sûrement que nous allons revenir encore. Nous ne sommes qu'au préliminaire. Nous ne sommes qu'au préliminaire. Alors là, nous sommes déjà à près de 38 minutes dans le podcast. Donc, nous devons arrêter, dans 60 minutes. Sûrement que nous allons revenir. Mais nous voulons que nous y allons petit à petit pour que les gens comprennent l'importance de ces choses. Parce que, encore une fois, notre objectif, c'est de partager la vraie information. C'est pas nous séparer des bruits, des on-dit qui sont out there. On parle des taxes et tout ce qu'on dit là. Moi-même, ayant vécu ça, Dieu merci, parce que, je n'avais pas suivi toutes ces histoires. Quand je suis venu, je suis au moins tombé dans des bonnes mains. Sinon, je sais pas qu'est-ce qu'on allait devenir. Alors, parlons un peu de manière brève. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un reçoive un refund, une telle ou telle autre somme d'argent lors de ses taxes quand il fait les déclarations fiscales? Alors, pour être plus clair, c'est quoi ce qu'on appelle crédit et déduction? C'est quoi dans les déclarations fiscales? Ok. Je vais essayer de donner une réponse qui est brève. Voilà. La déclaration fiscale, ça s'est fait par rapport à ce que tu as gagné. Ok. Ça s'est fait par rapport à ton revenu. Et le législateur, quand il a établi la déclaration fiscale, il s'est dit que
il est impérieux. Si on pouvait dire carrément que non, tu as fait $100. Sur ces $100-là, tu dois payer $10 de taxes. Ça allait être très simple. Ça allait être, et pour certaines personnes, ça n'allait pas être juste. Alors, ils ont mis un système en place qui est vraiment extraordinaire, où on ne calcule pas la taxe sur ce revenu que tu présentes. La taxe est calculée sur ce que nous allons dire un revenu sur lequel l'impôt peut se calculer. Le revenu que tu as et les revenus sur lesquels l'impôt peut se calculer est différent. OK. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les revenus que tu présentes, c'est que tu as là sur ton W2, puisque nous nous limitons-nous sur le W2, bien qu'il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les 1099 et toutes ces choses-là, les tips et les autres. Voilà. Avant d'arriver à l'income taxable, au revenu taxable, avant d'arriver au revenu qui est taxable, sur lequel la taxe va se calculer, l'État, les législateurs nous donnent ce qu'on appelle, nous avons certains ajustements à faire. OK. Et ces ajustements, qu'on appelle adjustments, ces ajustements qu'on a à faire, parmi ces ajustements, il y a des ajustements qui augmentent les revenus et il y a des ajustements qui diminuent les revenus. Okay. Ce qui diminue les revenus, c'est ce qu'on appelle les deductions. Okay. Ce qui augmente les revenus, ils peuvent être, c'est par exemple, toi, tu travailles quelque part, et en dehors de ça, tu as un petit business que tu es en train de faire à côté et qui te rapporte de l'argent. À la fin de l'année, tu es censé déclarer cela. Ou bien tu travailles et puis tu as une maison que tu as mise en location. Ces revenus-là les revenus de location doivent être ajoutés sur ton revenu de W2. Okay. C'est ces adjustments-là que nous sommes en train de faire. Ce qui augmente l'income et ce qui diminue l'income, les déductions. C'est ça, c'est que pour que nous puissions arriver à ton revenu réel. Okay. Et les revenus réels, c'est ce que nous appelons les adjusted gross income. Okay. Donc, lorsque nous arrivons au revenu réel, les adjusted gross income, c'est là que nous savons que c'est ça le montant que j'ai. Et maintenant, sur ce montant-là, le législateur nous donne aussi 2 déductions. Okay. Pour le moment, nous avons 2 déductions qui sont là. C'est la déduction pour ceux-là qui ont fait le business. Il y a une déduction sur les revenus des business que tu as, ce que tu vas appliquer sur les adjusted gross income. Okay. Et il y a une partie des contributions des charités, c'est-à-dire les dons que tu fais. Okay. Les dons que tu fais à l'église ou bien dans toutes les organisations charitables. Et lorsque tu enlèves ces déductions-là sur du adjusted gross income, c'est-à-dire les revenus global ajustés, tu vas maintenant te retrouver avec ce que nous appelons les revenus taxables. Et c'est sur ces revenus taxables-là que la taxe que tu dois payer est calculée. OK. La taxe est calculée sur les revenus taxables. Okay. Alors, dès que tu as les revenus taxables, maintenant tu te retrouves, on calcule la taxe selon les braquettes des taxes dans lesquelles tu te trouves, si c'est 10 ou 12, 15%, c'est calculé. Tu as maintenant une taxe que tu dois payer, n'est-ce pas? Oui. Mais le législateur ne s'est pas arrêté. Il a dit non. C'est vrai que c'est ça la taxe qu'il doit payer, mais accordons-le quelques crédits. OK. Les crédits, il y a des crédits qu'on appelle les crédits remboursables et les crédits non remboursables. Okay. Les crédits non remboursables, ça contribue seulement à diminuer ta taxe, la taxe que tu dois payer. Okay. Tandis que les crédits non remboursables et les crédits remboursables, c'est ceux qui sont pratiquement des paiements à la fin. OK. Donc, est-ce que vous pouvez y aller avec des exemples? Quels sont les exemples, un seul exemple peut-être des revenus remboursables et non remboursables? Les crédits non remboursables sont clairs. Okay. Il y a une partie de ce qu'on appelle les child tax credits. Okay. Une partie de child tax credits peut s'appliquer
pour éponger ou bien pour payer la taxe. OK. Tu comprends? OK. Et il y a aussi une partie de tes dépenses d'études, de crédit d'éducation, qui peut aussi payer ta taxe. Okay. Alors, lorsque tu as ces crédits non remboursables, si les crédits non remboursables n'arrivent pas à éponger ou bien à offset toute la taxe que tu dois payer, il va rester un certain montant de taxes à payer. Maintenant, nous sortons maintenant au niveau de crédits non remboursables. Nous allons maintenant au niveau des paiements. Nous entrons dans les niveaux des paiements avec une taxe à payer. Okay. Tu peux entrer dans les niveaux des paiements avec une taxe à payer ou tu peux entrer dans les niveaux des paiements sans taxe à payer, c'est-à-dire zéro. OK. J'espère que tu es en train de me faire comprendre. Malheureusement, nous n'avons pas de tableau, sinon j'allais. OK. Alors, quand tu te retrouves avec cette taxe-là, la taxe finale à payer, mais pendant que tu travaillais, pendant que tu faisais tes affaires, pendant que tu travaillais, on prenait une certaine on prélevait une certaine taxe sur tes chèques, n'est-ce pas? C'est quand tu regardes ton check stub, c'est qu'on a appelé le federal tax. Federal tax withholding. C'est la taxe que tu es en train de payer pendant que tu es en train de travailler. Oui. Alors, quand tu fais tes déclarations, tu arrives maintenant, après avoir calculé ta taxe, tu arrives maintenant au niveau des paiements, sur ton W2, à la case 2, c'est écrit le montant qu'on t'a prélevé pendant toute l'année. OK. Ces montants-là, sur ces montants-là, tu vas maintenant ajouter ce que nous appelons maintenant les crédits remboursables. Okay. Et les crédits remboursables, parmi les crédits remboursables, il y a les additional child tax credits. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est que sur le child tax credit qui est resté après avoir payé une portion de la taxe. Ouais. Il y a cela. Il y a ce que nous appelons le earned income tax credit. Le earned income tax credit, c'est un crédit qu'on nous donne par rapport à notre income. Et c'est souvent les gens qui ont des revenus bas. OK. Ce sont et je l'ai toujours dit, si les gens se battent pour avoir les enfants pour les taxes, c'est pour avoir ce earned income credit. Puisqu'il est un peu consistant selon l'income. OK. Puisque plus ton income est élevé, plus ces crédits-là, il disparaît. OK. Oui. OK. Et plus l'income est dans les minimums requis, tu auras un bon crédit. Alors, et l'autre crédit, c'est ce que nous appelons les American Opportunity Credits. Les American Opportunity Credits, c'est les crédits remboursables des études. OK. Oui. Donc, ce sont les trois crédits-là, les trois crédits principaux qui viendront maintenant s'ajouter sur tout ce que tu as payé pendant l'année. Alors, lorsqu'on calcule tout cela, les crédits remboursables et ce que tu as payé pour l'année, et que on a un total X, et que on regarde maintenant la taxe que tu devais payer, la taxe Y que tu devais payer, on la soustrait de tous ces crédits. Si ces crédits-là peuvent éponger cette taxe-là, le reste, on te le donne, on te le remet. C'est ça le tax refund que tu recevras à la fin de l'année. Quand tu fais tes déclarations. Oui. Voilà, ça, ce sont des choses beaucoup plus techniques, mais je crois que les auditeurs sont en train de suivre parce que le pasteur essaie d'être le plus moins technique que possible pour que les gens, que nous comprenions un peu ce que c'est. Et bien entendu, ici, nous lançons encore une autre invitation déjà parce que je crois que on n'aura pas à finir aujourd'hui. Et puis, nous devons aussi suivre le feedback des auditeurs pour que nous puissions programmer un autre podcast et avec les nouvelles questions qui vont nous être posées par les auditeurs. Alors, cela étant, nous avons parlé des crédits, des child tax credits. Et est-ce que
c'est un peu, il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Je voudrais peut-être qu'on va, pour aujourd'hui, on pourra arrêter sur cette question. Je voudrais que vous puissiez nous expliquer cette histoire de Child Tax Credit. Tout le monde en parle, tout le monde ne comprend pas ce que c'est, et surtout avec suite au coronavirus où les familles ont reçu à partir du mois de juillet une partie de leur Child Tax Credit en avance. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ces Advanced Child Tax Credit et qu'est-ce qu'il faut espérer pour ceux qui ont reçu déjà leur Advanced Child Tax Credit au cours de l'année, mais aussi il y en a qui ont reçu soit une partie ou qui n'ont rien reçu du tout. Comment cela va-t-il se passer lors de ces 2022 déclarations des fiscales? Ok, ça c'est la nouvelle de l'heure. Oui. Où tout le monde est en train de se poser des questions. Nous avons reçu. C'est que avec les American Rescue Plan que le président Biden avait signé, il avait élevé le montant du crédit de Child Tax Credit. Ça c'était 2000 normalement. Ok. En 2020, c'était $2000. Okay. Le Child Tax Credit, c'est $2000 par enfant. Ok. Alors, avec le American Rescue Plan, ce qu'il a fait, il a dit que non, il voudrait que, au lieu que les parents attendent seulement à la fin de l'année pour avoir ces Child Tax Credits, qui va être incorporé dans leur déclaration fiscale, puisque pour d'autres parents, ça va carrément disparaître s'ils ont une taxe élevée à payer. Oui. Alors, il s'est dit, bon, non seulement ils ont augmenté le montant du Child Tax Credit, mais aussi ils se sont dit que non, une portion de ce Child Tax Credit va commencer à être perçue mensuellement. Donc, le Child Tax Credit est passé de $2000 à $3000 pour les enfants de moins, pour les enfants de plus de 6 ans. De moins de 6 ans? Non, $3000 pour les enfants de plus de 6 ans. Oui. Et des enfants de 6 ans et plus, et $3600 pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, c'est consistant. Et on a commencé à payer ça, c'était au mois de juillet, je crois. Ouais, donc, au mois de juillet. Pratiquement 6 mois. Oui. Donc, si tu avais un enfant, sur cet enfant-là, tu as normalement, tu es supposé, et l'enfant avait moins de 6 ans. Pour cet enfant, tu as au moins $3600. Okay. Et les $3600 de Child Tax Credits pour l'année 2021. Et tu aurais déjà perçu 1800 de ces 3600-là. Donc, quand tu vas faire tes taxes cette année, pendant que nous sommes maintenant en train de faire les taxes, oui. tu seras obligé. L'ARS a envoyé même des documents, oui. Une lettre sur laquelle il y a toujours comme toujours, ce sont des formulaires où ils ont mentionné le montant que tu as reçu. Prends ces documents-là et amène ces documents à la personne qui fait tes taxes et donne ces documents ces montants-là doivent être incorporés dans tes taxes. Alors, c'est déjà une portion reçue. Okay. Mais il y a encore une autre portion qui n'est pas encore reçue et qui sera calculée cette année. Donc, une autre portion sur les 3600. Oui, puisque tu avais déjà reçu 1800. Ouais. Les autres 1800 là, seront calculés. Ils seront calculés. Ça veut dire que vous ne les aurez pas, on ne va pas juste vous les donner comme ça. Ça va venir avec ton refund. Et si tu dois plus de 1800 sur tes taxes, ouais. ça sera absorbé. Ok. Alors, pendant qu'on y est, généralement, vous pouvez aussi nous éclairer là-dessus. On dit toujours que quand vous vous déclarez le nombre de dépendants, notamment les enfants, à partir du 3e enfant, vous ne recevez pas grand-chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et si cela est vrai, comment ça va se faire maintenant par rapport à la déclaration fiscale pour le reste
de ces 3600 ou des 3 Vous avez, si vous avez 5 enfants qui sont qualifiés pour le Child Tax Credit, Oui. vous aurez l'argent pour ces enfants-là. Mais pour le Earned Income Credit, c'est là que ça se limite à 3 enfants. OK. Puisque le Earned Income Credit aussi se calcule par rapport aux enfants. OK. Je vous ai dit qu'il y a deux types de taxes dans lesquelles les enfants interviennent. Il y a le Child Tax Credit qui est le plus populaire. Et il y a aussi le Earned Income Tax Credit pour le gagne petit. Je les appelle les gagne petits, mais ils gagnent. Et pour le Earned Income le Earned Income Credit, c'est 3 enfants, pas plus de 3. Pas plus de 3, OK. Oui. OK. Ouais. Alors, maintenant, la question donc, ça veut dire, si je comprends bien, les Child Tax Credit pour cette année, la partie qui reste, si elle est de 1800 ou vous allez la recevoir no matter what? Oui, vous allez la recevoir. OK. Puisque vous allez, elle vous sera, comment dirais-je, attribuée dans votre déclaration fiscale. OK. OK. Elle vous sera attribuée dans votre déclaration fiscale. Mais je ne te garantis pas. Puisqu'il y a aussi des limitations des limitations d'income, des limitations des revenus. Oui. Puisque si tu as fait 75 000 $, déjà, le Earned Income Tax, if tu es seul, si tu es célibataire, ou bien tu es, ou tu as fait 112 000 $, 112 500 $. Si tu es seul avec des dépendants, sache que le Child Tax Credit pour toi a phase out. OK. C'est 0. Donc, il faut être en deçà d'un certain montant, selon ton filing status. OK. OK. Ouais, ça, c'est vraiment la question de l'heure, comme on dit. Alors, une autre question par rapport toujours à ces Advanced Child Tax Credit. Il y a des gens qui n'ont pas reçu du tout ou qui ont reçu une partie. Comment ça va se faire quand ils font faire les déclarations fiscales? Pour ceux-là qui n'ont pas reçu, qui n'ont rien reçu du tout, ça sera calculé, c'est le maximum du montant qui sera calculé dans leur déclaration fiscale. Okay. C'est-à-dire, si l'enfant avait moins de 6 ans, ça sera 3 600 qui seront là. Et s'il a reçu la moitié, ça sera le 3 600 moins cette moitié-là. Okay. S'il a reçu moins de la moitié, supposons qu'il a reçu 800 $, ça sera 3 600 moins 800 qui vont apparaître comme calculé dans le document fiscal. OK. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de l'ARS, de façon comme ils ont envoyé les lettres, ils savent exactement qui a reçu quoi et comment et tout ça. Oui. Et j'ai eu un cas où la personne n'a pas reçu la lettre et la personne n'est pas tellement sûre de combien elle avait reçu. Elle n'est pas tellement sûre. Et là, ce n'est pas bon du tout puisque ça va, quand tu vas faire tes taxes, tu vas donner un montant qui n'est pas correct. Et avec un montant qui n'est pas correct, cela peut entraîner que si tu dois recevoir un refund, ça risque de faire longtemps, de prendre longtemps avec l'ARS. OK. Ouais. Alors, pour recevoir, il faut que ça soit le montant exact de ce qu'ils ont déboursé, de ce qu'ils t'ont payé. OK. OK. Ouais. Non, pas pour recevoir. Tu recevras d'une manière ou d'une autre. Ouais, mais bon, si ce n'est pas exact, ça va prendre du temps. Il semble aussi que ça prend beaucoup de temps maintenant. On ne sait pas ce qui se passe. Puisque pour le moment, nous avons encore, d'après les informations que j'ai eues, il y a encore plus de 60 millions ou bien 6 millions des gens qui n'ont pas encore reçu. Des returns qui n'ont pas encore été traités. Wow. Donc, de l'année passée. De l'année passée. Oui. Donc, la clé ici, c'est de pouvoir faire ces choses correctement et les faire le plus tôt possible, peut-être. Oui. Ouais. Ça paye toujours d'être correct. OK. OK. Alors, c'est vraiment
matière très, très abondante. Nous avons épuisé toutes nos minutes d'aujourd'hui. Alors, nous ne sommes que, le pasteur a dit que nous sommes que dans les préambules. Et donc, nous allons nous arranger pour faire une deuxième émission, mais nous voudrons d'abord que vous puissiez donner votre feedback par rapport à ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous allons partager. Nous vous prions de partager aussi et poser les questions. Nous avons un expert et c'est ça l'avantage d'avoir des experts. Au moins, on n'a pas les choses qu'on ramasse sur la route. Donc, partagez ces podcasts, partagez sur YouTube, posez des questions, contactez-nous, écrivez vos questions et nous allons revenir parler avec le pasteur Kaga, qui est expert en taxes. Et nous promettons que nous n'allons pas produire un autre podcast. La prochaine production sera basée sur les questions que vous allez poser et des préoccupations que vous allez sûrement avoir lors de notre prochain podcast. Et peut-être que nous sommes en train de voir comment on peut le faire live. Comme ça, vous pouvez intervenir et poser des questions directement à notre expert. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast La vie en Amérique d'aujourd'hui, où nous avons juste commencé à parler des taxes refund. Alors nous allons demander au pasteur Gaga de dire un mot de la fin avant que nous puissions clôturer et espérons vous revoir très 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 prochainement. Merci beaucoup. Le mot de la fin, c'est que je voudrais encourager nos auditeurs et surtout nos compatriotes et tous ceux qui nous écoutent en ces moments à faire bien leurs taxes. Mm-hmm. Et les faire bien puisque nous sommes censés... La responsabilité des déclarations fiscales incombe à la personne. C'est toi le responsable de tes taxes. Ce n'est pas la personne qui fait tes taxes qui en est le responsable. Okay. Aujourd'hui, s'il y a une bêtise qui s'est faite par cette personne-là, et souvent, il y a des bêtises qui s'introduisent, l'ARS ne verra pas cette personne-là. La partie de l'ARS avec cette personne-là, c'est une autre partie. Mm-hmm. Mais sur ce qui est de ta déclaration à toi, c'est toi le responsable. Alors, il faut faire très attention quand tu choisis les gens qui font tes taxes. Je sais que il y en a de toutes sortes. Les professionnels sont là. Ouais. Et ils sont nombreux. Je peux vous rassurer que les professionnels sont là et ils sont nombreux. Et il y a parmi les professionnels, et il y a aussi d'autres. Et des moutons noirs. Et faites attention. Ouais. Et puisque c'est ta responsabilité. En tout cas, merci beaucoup pour ce mot de la fin et nous allons y revenir la fois prochaine sur les questions des professionnels parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faut que nous en parlions. Quand nous voyons quelque chose qui n'est pas correct ou qui n'est pas correctement fait, nous devons en parler. Et ici, chers auditeurs, comprenez que nous le faisons pour notre bien. Le pasteur a dit tout à l'heure que ça paye toujours de faire bien ses taxes. Alors, ne soyons pas seulement animés par le gain. Et ce n'est pas à ce niveau-là qu'on doit essayer de gagner de l'argent. Il faut peut-être essayer de voir comment changer de carrière ou faire ce qu'il faut faire pour se faire suffisamment d'argent au cours de l'année. Mais ce n'est pas à ce niveau-là. Alors, évitons des choses qui peuvent nous coûter plus tard. Les conséquences n'apparaissent pas aussitôt. Les conséquences, c'est toujours plusieurs années plus tard. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast de ces jours. Merci d'avoir suivi et encore une fois de plus, nous prions pour que vous puissiez partager ces podcasts, mais abonnez-vous sur notre chaîne, aimez notre chaîne, partagez cette information si vous avez aimé. N'hésitez pas de pouvoir poser des questions parce que nous allons revenir avec ces questions et encore comme nous l'avons dit, nous allons voir si nous pouvons faire quelque chose des lives, comme ça vous pouvez poser des questions directement. Merci de nous avoir écoutés, merci de pouvoir partager, merci au pasteur Gaga qui a disposé de son temps pour nous parler de ces taxes. Jusqu'au prochain numéro, vivez de manière intentionnelle. Ciao.